Chers amis, bon, nous y voilà. Après les décollements rétinogènes de stade 0 et les décollements plutôt gentils de stade 0A, nous arrivons au décollement de stade A. Et avant d'aborder les décollements vitréogènes de stade A, faisons un sort rapide au décollement rétinogène de stade A. De stade A parce qu'ils ont fait tout simplement un DPV. Vous voyez qu'il y en a un petit nombre. Pour les trous maculaires du myope fort, je ne changeais rien, vitrectomie, pelage de la hyaloïde postérieure et de la limitante interne et injection de gaz. Pour les trous équatoriaux et les dialyses, je ne changeais pratiquement rien. Seuls quelques cas pour lesquels, dans un stade A, j'aurais hésité entre ponction cryo-gaz et cryo-indentation ponction-gaz, n'ont pas été traités à cause du DPV par cryoponction-gaz. Donc, on peut dire que le pigment intravitréen me faisait déplacer un petit peu le curseur du côté de l'indentation. Voyons maintenant les décollements vitréogènes. Comme je vous l'ai dit dans le chapitre précédent, les décollements vitréogènes de stade 0 seront intégrés dans ce chapitre, car si l'épithélium pigmentaire n'a pas encore commencé à passer à travers la déchirure, ce n'est qu'une question de temps puisque le mécanisme à l'origine du décollement est le même, une traction vitréenne qui crée la déchirure. Étudions donc les 2244 décollements vitréogènes de stade A de première intention. Plus de 85% de ces décollements vitréogènes de stade A sont dus à des déchirures périphériques de petite taille ou de moyenne taille. Étant donné leur nombre, nous allons commencer par eux. Sauf exception, pour moi, un décollement par déchirure périphérique petite ou moyenne de première intention signifiait cryo-indentation ponction gaz. Voyons cela un peu plus en détail. Tout d'abord l'indentation. Elle était placée en regard de là où les déchirures à indenter, comme indiqué dans le chapitre 8. La seule exception à cette règle, c'est en cas de scléromalacie interdisant tout travail scléral en regard de la déchirure et lorsqu'aucune vitrectomie préalable n'avait été faite. J'ai fait 4 ou 5 fois une indentation longitudinale de la partie postérieure de la base du vitré dans une zone où la sclère était saine, de façon à relâcher la galette vitréenne et donc la traction sur la déchirure que je traiterai par cryoponction gaz. Et ça a marché. Dans 99% des cas, je faisais une indentation longitudinale, parallèle au limbe, englobant la base du vitré, le plus souvent à l'aide d'une bande de 5,5 mm de large, mais parfois, lorsque les déchirures étaient un peu plus éloignées du limbe, par des bandes de 6, 5 ou 7 mm de large. Le but de l'indentation étant de relâcher la traction vitréenne responsable du décollement, mais aussi de relâcher la galette vitréenne pour éviter des récidives, ces deux actions étaient mieux remplies par une indentation longitudinale que par une radiaire. Seul dans quelques cas où vraiment la déchirure ne pouvait pas être portée par une longitudinale, même large, je pratiquais une indentation radiaire. Par contre, je ne faisais jamais d'indentation oblique et ne combinais jamais une indentation radiaire avec une indentation parallèle au limbe, car cela entraîne des plis rétiniens. Cette indentation était la plus courte possible, limitée aux déhiscences que j'avais repérées. Et c'est pourquoi j'utilisais des bandes de PTFE, commercialisées par FCI, à cause de la tolérance. Parce qu'avec des bandes en silicone dur, lorsque vous faites une indentation segmentaire, les extrémités pointent sous la conjonctive et gênent le malade.
je réservais les bandes de silicone dur de FCI aux exceptionnels cerclages, puisque là, suturant les deux extrémités bout à bout, il n'y avait pas de bout qui pointe sous la conjonctive. Je crois n'avoir pas fait plus de 5 à 6 cerclages dans toute ma vie pour des décollements de stade A de première intention dus à des déchirures petites ou moyennes. Seuls des exceptionnels décollements présentant une succession ininterrompue de déchirures pouvaient le justifier. Je me souviens d'un décollement où j'avais compté 31 déchirures et où j'avais fait un cerclage, craignant d'ailleurs qu'une vitrectomie eût transformé ces déchirures en une déchirure géante de 360 degrés. Mais même dans des décollements comme celui-ci, j'aurais traité l'hémirétine inférieure par indentation et l'hémirétine supérieure par le gaz. Cette obsession de toujours réaliser l'indentation la plus petite possible m'est venue, comme je vous l'ai dit dans le chapitre précédent, de l'enseignement de mon maître Mireille Bonnet qui prônait la préservation de la récupération fonctionnelle. Et c'est bizarre, mais j'ai l'impression que ce respect de la fonction visuelle post-opératoire, qui était un sujet de préoccupation pour les opérateurs des années 90, a petit à petit disparu au profit d'une volonté absolue de guérison anatomique aux dépens du résultat fonctionnel. Est-ce parce que l'enseignement des signes cliniques du décollement de rétine s'est appauvri et que, par sécurité, on s'est mis à indenter toute la rétine décollée? Est-ce parce qu'en faisant ça, c'est-à-dire en réalisant tant de cerclages avec des éponges ou d'autres matériels élastiques, on a subi les inconvénients de l'indentation et qu'un certain désamour de l'indentation s'est installé au profit d'une vitrectomie systématique? Je ne sais pas, je ne saurais que dire. Ce que je ressens, c'est qu'on a vécu dans les années 2000 ou 2010 un vrai recul dans les exigences que l'on avait dans les décennies précédentes. Alors c'est vrai que la recherche policière des déhiscences et des signes cliniques qui les accompagnent, de façon à limiter au maximum la longueur de l'indentation, n'a pas que des aspects encourageants et positifs. D'abord, cette recherche est exigeante en temps d'examen au biomicroscope, mais aussi en intime conviction d'avoir tout vu. Et comme je l'ai déjà dit, en début d'installation, un jeune chirurgien va avoir tendance à se couvrir en réalisant une indentation plus étagée, plus étalée. Mais cette philosophie expose aussi à un taux de récidive plus important, car comme on l'a déjà dit, moins on indente la galette vitréenne, plus on prend le risque que la poursuite du DPV entraîne une déchirure inférieure secondaire. Mais c'est ce qui fait l'intérêt, la difficulté et le côté passionnant de cette chirurgie et qui permet d'obtenir des résultats fonctionnels inégalés, car il est indéniable que plus le traumatisme est petit, plus l'indentation est petite et moins on a d'édème maculaire post-opératoire. J'ai fait une statistique qui va vous intéresser. Elle portait sur plus de 2000 décollements rhegmatogènes successifs de première intention, de stade 0 et A, pour lesquels j'avais obtenu de l'ophtalmologiste correspondant la dernière acuité visuelle du malade avant le décollement de rétine et une acuité visuelle post-opératoire supérieure à 6 mois. Eh bien, la moyenne de récupération visuelle de ces malades était de 83% de l'acuité visuelle présente avant la survenue du décollement de rétine. Ça veut dire que statistiquement, un malade qui avait 10 dixièmes avant un décollement se retrouvait 6 mois après l'opération à plus de 8 dixièmes.
Cette statistique appelle deux commentaires. Premièrement, je crois que vous serez d'accord pour dire que ça vaut le coup de passer le temps qu'il faut pour repérer toutes ces déhiscences et tous ces petits signes cliniques pour obtenir cette intime conviction qui permet de limiter le traumatisme. Que ça vaut le coup d'apprendre à réaliser une indentation au microscope opératoire avec ces techniques qui vous permettent de lui faire jouer tous ses rôles. Que ça vaut le coup d'apprendre à faire des drainages du liquide sous-rétinien comme enseigné dans le chapitre 9 et qui conditionnent en partie toute cette stratégie. Et vous voyez maintenant pourquoi j'ai passé tout ce temps et réalisé tous ces chapitres avant de vous parler de stratégie. Le deuxième commentaire va un peu à l'encontre de cette tendance partagée par beaucoup à considérer le décollement à macula à plat comme une urgence, parce qu'il ne faut pas que la macula se décolle. Croyez-vous franchement que si la récupération d'un décollement à macula détaché était moins bonne que lorsqu'elle est épargnée, je pourrais avoir ces 83% de récupération de l'acuité visuelle présente avant le décollement? Franchement. Et vous savez quoi? Comme je vous l'ai dit dans l'avant-dernier chapitre, les cas où dans ma statistique la récupération fonctionnelle était la moins bonne étaient les dialyses inférieures où la ligne de séparation du décollement bisectrisait la macula. Et pourtant, c'est les décollements les plus faciles à guérir. Non, comme l'a découvert ma femme, Yvette, la stimulation de l'OJFR déclenchée par le décollement entraîne tout un tas de mécanismes pour maintenir l'homéostasie et la préservation maculaire. Et ces mécanismes, nous le voyons, ils marchent. C'est nous, par la mise en place d'un cerclage, ou le traumatisme au cours d'une vitrectomie qui engendront un édème maculaire. Alors bien sûr, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, il ne faut pas attendre, ne serait-ce que pour éviter qu'une PVR s'installe. Mais l'urgence peut être différée d'1 ou 2 jours. Nous avons montré à l'EVRS que lorsqu'un malade se présentait avec un décollement le vendredi, les résultats post-opératoires étaient meilleurs s'il était opéré le lundi avec l'équipe habituelle du chirurgien que s'il était opéré le week-end avec une équipe de garde. Donc, pour terminer ce chapitre sur l'indentation, n'indentez pas une hémirétine si un quart de rétine suffit. Dites-vous bien que la relaxation d'une traction inférieure et de la galette vitréenne adjacente par la même occasion peut relâcher, s'il n'y a pas eu de vitrectomie, une traction sur une déchirure supérieure. Cela vous évitera de faire soit 2 indentations, soit une indentation d'une hémirétine. Et puis, par pitié, examinez vos malades. N'opérez jamais un malade qu'un autre aura vu, même si vous lui faites confiance, si vous faites confiance en son examen. Vous devez être sûr d'avoir tout vu. Et lorsque vous examinez votre dessin avant de poser votre stratégie, voyez si tout concorde avec les lois de Linkoff et avec celles que je vous ai données. Par exemple, si vous avez quelque chose comme ça, c'est que vous avez raté une déchirure à 10 heures ou 11 heures. Marquez donc bien sur votre dossier de vérifier absolument cette zone en paire opératoire. Pour ce qui est de la ponction et de l'injection de gaz, je faisais exactement comme indiqué au chapitre 9. Alors je sais que certains vont hésiter à ponctionner et à injecter du gaz quand la déchirure unique d'un gros décollement sera bien portée par une indentation. À ce moment-là, souvenez-vous de ce que je vous ai dit, que l'injection de gaz entre 1980 et 1985 nous a fait passer de 18% d'échecs à 3% d'échecs. Pour ce qui est de l'enchaînement, je pratiquais de la façon suivante. Je commençais par la cryo, puis le repérage des déchirures,
Je plaçais alors mes doubles points en U de Mersuture 5.0 pour construire un ABAC dans lequel je mettais l'implant de PTFE. Puis je serrais mes sutures en faisant une triple boucle pour commencer à créer une indentation. Quand le tonus commençait à être élevé, je vérifiais à 3 miroirs au Werth-Goldman ce que ça donnait et là, 2 possibilités. Soit l'indentation portait bien la déchirure et me paraissait suffisante, ce qui peut se voir d'entrée lorsque l'œil est un peu hypotone et que l'indentation est toute petite. Et alors, je fermais mes triples boucles, puis je ponctionnais dans un raffet avasculaire et j'injectais du gaz ou de l'air jusqu'à extinction du drainage, en réalisant donc un échange gaz-liquide sous-rétinien. Deuxième possibilité, l'indentation ne me paraissait pas suffisante et alors je ponctionnais, je serrais un peu mes triples boucles en faisant donc un échange indentation liquide sous-rétinien, puis je fermais les points et sans bouger la pelle pour que le drainage continue, j'injectais le gaz comme on vient de le voir précédemment. Voilà donc quelles étaient les modalités de cryo-indentation ponction gaz. Mais voyons les exceptions à cette procédure. Je dois avouer avec un peu de honte qu'il m'est arrivé de traiter certains décollements par traction vitréenne, comme celui-ci, par cryo-ponction gaz. C'est tellement facile et ça va tellement vite. J'ai hésité à vous le dire car je crois que ce n'est pas un exemple à suivre, mais ça m'est quand même arrivé dans 2 à 3% des décollements vitréogènes. Mais attention, jamais quand il y a plusieurs déchirures dans des cadrans opposés. Jamais quand il s'agit d'une traction statique sur la base du vitré. Jamais quand la traction est tendue. Et jamais, bien sûr, quand il y a un petit pli rétinien circonférentiel. Par contre, dans un cas de décollement en 2 temps, comme celui-ci, où l'on voit bien que la déchirure de 8 heures n'est pas à l'origine du décollement, elle a été créée secondairement lors du DPV et ne présente pas de traction active, il n'est pas inacceptable de faire une cryo de ces 2 déchirures temporales, de ponctionner à 9 heures, d'injecter 1,5 cc de SF6 et de placer le patient sur sa joue gauche, même si la sécurité serait de placer une petite indentation à 8 heures et de traiter la déchirure de 11 heures par le gaz. Donc, on peut parfois faire cryo-ponction gaz, mais comme on dit dans les publicités, avec modération. Par contre, bien plus fréquentes ont été les circonstances où j'ai dérogé à l'indentation pour pratiquer une vitrectomie. Et bien sûr, en dehors des cas que je vous ai déjà décrits dans le premier chapitre de ma stratégie, tels que les hémorragies du vitré, les pathologies intercurrentes, les décollements choroïdiens ou les grandes hypotonies, qui sont indépendants des signes cliniques. Tout d'abord, en cas de scléromalacie interdisant le travail scléral en regard de la déchirure, je vous ai dit que j'ai fait des indentations dans un cadran où la sclère était correcte, mais j'ai aussi fait parfois des vitrectomies chez des sujets pseudophaques lorsque les conditions étaient favorables pour la réalisation d'une bonne vitrectomie. Il m'est également arrivé de faire des vitrectomies pour des problèmes de place, lorsqu'on ne peut pas ponctionner le liquide sous-rétinien. Ce n'est pas un problème dans un cas comme celui-ci, car une ponction de chambre antérieure ramenant 0,3 cc de place va suffire pour une micro-indentation qui prendra 0,1 cc de place et une bulle de gaz de 0,3 cc. Par contre, dans des décollements plans, souvent annulaires, où les déchirures occupent plusieurs quadrants,
on a un problème de volume disponible pour pouvoir réaliser le traitement. Alors, vous pouvez me demander pourquoi je vous parle de cela que maintenant, pourquoi je ne vous en ai pas parlé lors des décollements rétinogènes. C'est parce que dans un décollement rétinogène, il n'y a pas de risque de fish-mouse. Et on pourrait imaginer faire une indentation de 2 cadrans et demi. Comme je vous l'ai dit, une indentation d'un cadran prend 0,15 à 0,2 cc de place. 2 cadrans et demi vont prendre donc un peu moins de 0,4 cc, ce qui sera absorbé par une ponction de chambre antérieure. Mais là, c'est différent. Non seulement il faudra indenter ces déchirures, mais il faudra injecter une bulle de gaz pour éviter le fish-mouse. Et là, on n'a pas la place. Et j'opterai pour une vitrectomie cryo-gaz. Vous voyez donc qu'il est nécessaire de raisonner en fonction du volume disponible. J'ai également décidé plusieurs fois de pratiquer une vitrectomie lorsque le décollement présentait plusieurs déchirures rétrobasales étagées. Dans ces cas comme celui-ci, l'indentation pour porter toutes ces déchirures rétrobasales devra être étendue et très large. De plus, l'indentation sera rétrobasale et elle ne relâchera pas la base de vitrée, ce qui diminue un peu son intérêt. Dans un cas comme celui-ci, par exemple, où la déchirure est équatoriale, j'irai assez volontiers d'entrer sur une vitrectomie. Il y a enfin de nombreux décollements présentant une association de nombreux détails sémiologiques qui, individuellement, n'auraient jamais justifié une vitrectomie, mais qui, tous réunis, peuvent faire pencher la décision stratégique en faveur d'une vitrectomie. Voici donc ma stratégie dans ces décollements par déchirure périphérique petite ou moyenne. Et sur la statistique que j'avais présentée en 2003, sur plus de 2000 stades A avec déchirure périphérique autre que géante, je totalisais 9% de vitrectomie en première intention, dont la moitié était pour des troubles vitréens, pour un taux d'échec final ou d'injection de silicone de 1,7%. Est-ce beaucoup? Est-ce pas beaucoup? Je ne sais pas. Difficile de comparer car peu d'opérateurs assimilent l'injection de silicone à un échec. Nous reparlerons de cette conception que j'avais du silicone dans quelques minutes. Mais revenons au décollement vitréogène de stade A dû à autre chose que des déchirures petites ou moyennes. Il en reste 14% qui sont dues à des déchirures grandes ou géantes et à des déchirures paravasculaires. Ce sont des décollements où il y a une rupture de la barrière hémato-oculaire, comme en témoignent les chiffres au laser self-flare meter. Il faut donc faire une vitrectomie. J'ai peu de trucs et astuces à vous donner dans ces décollements. Pour les décollements par déchirure paravasculaire du pôle postérieur, je vous recommanderais d'injecter de la triamcinolone pour repérer les plaques de hyaloïde postérieure adhérentes afin de mieux les enlever. La seule petite astuce que j'avais était dans la rétinopexie des déhiscences. La plupart des opérateurs injectent du perfluorocarbone pour faire du laser de ces déchirures du pôle postérieur. Personnellement, je ne mettais du perfluorocarbone que lorsque je ne pouvais pas faire autrement. Et dans ces cas, comme je possédais une endocryo, je préférais l'utiliser pour la rétinopexie. C'est un instrument qui peut vous rendre pas mal de services dans de nombreuses occasions. Je pense par exemple aux reprises chirurgicales où une traction vitréenne secondaire décolle une déchirure portée par une indentation. Le choix est soit d'injecter du perflu, mais en prenant le risque qu'avec la rétraction, il puisse passer par derrière la rétine, soit de glisser votre cryo entre la bande d'indentation et la sclère, mais ce n'est pas toujours très facile et précis, soit tout simplement de recryoter votre déchirure sur l'indentation par voie interne.
Voyons maintenant les déchirures géantes ou grandes. Pour moi, grande signifiait quand la déchirure atteint ou dépasse un cadran et géante quand elle atteint ou dépasse une hémirétine. Les décollements par déchirure géante ont été pendant longtemps pour moi source de soucis. Certes, j'arrivais à me débrouiller pas mal lorsque l'œil était myope de plus de 20 dioptries, ce qui n'est pas si exceptionnel que cela. Dans ces cas, je n'hésitais pas à enlever le cristallin par voie postérieure avec mon vitréotome et me retrouvais donc dans les conditions de la phakie qui permettaient de travailler sans interface gênante et de faire tous les échanges avec précision. Comme ma vitrectomie périphérique était complète, je ne faisais pas d'indentation et je ne broutais pas non plus le lambeau antérieur. Mais lorsque l'œil était hémétrope ou faiblement myope, je ne voulais pas enlever le cristallin et j'avais de sérieux problèmes. Et je dois avouer que j'ai eu du mal à me passer bien souvent de silicone comme instrument parce que sur un œil phaque ou pseudophaque, le silicone permet de manager les choses beaucoup plus facilement, sans interface gênante, même si ça obligeait à passer préalablement par le perflux et l'air. Là également, je ne faisais pas d'indentation périphérique et j'essayais d'enlever le silicone systématiquement au bout de 3 semaines, éventuellement en complétant le laser et en injectant une bulle de gaz si j'avais un petit problème. Mais je n'étais pas très satisfait de cette procédure que je trouvais compliquée à cause des échanges, jusqu'à ce que Jean-Paul Amar, en 2008, me parle du Danciron. Jean-Paul est le chirurgien que je respecte le plus en rétine et donc je l'ai suivi dans cette voie du Danciron. Et là, je dois avouer que ça a changé toute ma gestion des déchirures géantes. Vous faites votre vitrectomie sans vous soucier de rien et lorsqu'elle est terminée, vous injectez le Danciron comme on injecte le perflux, avec une longue canule pour injecter dans la bulle et vous continuez à injecter jusqu'à ce que le Danciron ressorte par la tubulure d'infusion. À partir de ce moment-là, la chirurgie est terminée, il ne vous reste plus qu'à faire le laser et à suturer vos sclérotomies. Donc, en fait, la chirurgie s'arrête quand commencent tous les échanges perflux-air ou air-silicone et elle n'offre pas ces risques de glissement de la rétine lors des échanges, lorsque l'on n'a pas enlevé parfaitement tout le BSS. Donc vous voyez, une procédure excessivement simple et contrôlée. Mais par contre, il est absolument indispensable d'enlever le Danciron entre le 10e et le 15e jour. On doit le considérer comme un tamponnement temporaire de 10 jours, comme si on pouvait mettre et laisser du perflux pendant 10 jours. Et vous verrez que vous obtiendrez des résultats fonctionnels tout à fait surprenants. Alors, je vous ai dit qu'on parlerait du silicone. D'où vient ce dégoût que j'ai du silicone au point de l'assimiler à un échec dans mes statistiques? Plusieurs raisons. Tout d'abord parce que c'est une technique de tamponnement moins efficace que le gaz. Le gaz a 10 fois plus de force d'appui et dessèche la rétine, alors que le silicone laisse toujours passer un petit peu d'eau. La seule caractéristique du silicone est qu'il ne se résorbe pas, ce qui pour moi est un défaut, mais qui pour beaucoup d'autres peut être une qualité. Je me souviens d'un dîner que j'avais eu avec Relia Zivojnovic qui s'étonnait de mon peu d'injection de silicone et on avait parlé de nos recrutements respectifs. En fait, Relia, qui était un merveilleux chirurgien, il n'opérait pratiquement que des cas très compliqués, des échecs, des rétractions adressés par des médecins d'autres pays. Et comme c'était des cas graves, il en opérait peu et ne pouvait pas rajouter, comme je le faisais, 5 à 6 décollements pour le jour suivant, pour passer d'une quantité de rétine de 15 de la journée à 20 ou 21.
Il avait donc, pour la reprise de ces récidives, une liste d'attente de 2 à 3 semaines. Il est sûr qu'une récidive d'un décollement traité par le gaz au bout de 3 semaines présente une rétine toute recroquevillée au milieu de l'œil, alors qu'avec du silicone, il est possible de reprendre le malade. Mon approche était différente. Une récidive était traitée le lendemain ou le surlendemain et n'avait pas le temps de s'aggraver. Comme quoi, vous voyez que des attitudes complètement opposées peuvent se rejoindre lorsque, dans un dîner amical, on se dit vraiment les choses, on s'explique vraiment les conditions et les raisons. La deuxième raison de mon dégoût du silicone, c'est que j'étais marié avec une ophtalmo-anapathe qui m'a montré tous les dégâts entraînés par le silicone, toute cette infiltration dans la rétine et dans le corps ciliaire de ces milliers de microbules qui expliquent la pauvreté des résultats fonctionnels. Enfin et surtout, outre le cas des déchirures géantes ou autres exceptionnelles circonstances où le silicone est utilisé comme un instrument temporaire que l'on enlève très vite avant qu'il n'ait produit des effets néfastes, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que la plupart du temps, il n'est pas utilisé comme un instrument temporaire. Quand on regarde dans le IVRS Hardist dit le nombre de cas où le silicone n'a pas été enlevé à la fin de l'étude, vous voyez que ça va de 3% dans les stades 0 et A à 14% dans les stades C1. On peut raisonnablement penser qu'il n'a pas été utilisé comme un instrument. Il a été injecté parce que la situation était ingérable autrement, et on prend alors la décision d'injecter un produit toxique pour la rétine et pour toute la vie interne du globe oculaire, parce que ça permet de montrer aux correspondants que le travail était presque parfait, même s'il y a un petit peu de liquide inférieur qui reste décollé. Eh bien, pour moi, ça, c'est un échec de la technique. Et je continue à penser qu'il est plus profitable de revenir aux fondamentaux et d'enseigner comment guérir 95% des décollements de rétine de première intention. C'est la raison de ce tutoriel. Si on guérissait tous les décollements de première intention, tous ces 95% des décollements de première intention, il n'y aurait plus en France chaque année que 350 décollements de stade C2, C3 et D qui pourraient très bien être pris en charge par un seul Zivojnovic bis. Alors, je sais, on voit dans des congrès des chirurgiens qui ne savent même pas repérer une déchirure et qui masquent leur insuffisance en montrant des techniques spectaculaires, blablabla. Bla bla. Mais ça, ce n'est pas la chirurgie. La chirurgie, c'est la rigueur, c'est de guérir tous les décollements qui se présentent. Je me souviens qu'en 1998, j'avais organisé un congrès à La Baule où mon associé, lors d'une chirurgie en direct, retransmise devant un parterre prestigieux, avait fait une indentation qui n'était pas parfaitement centrée et avait donc décidé, en direct, de la recommencer à zéro. Madame Bonnet m'avait dit « Bravo Didier, votre associé est un excellent chirurgien. » Dans le prochain et dernier chapitre, je parlerai des stades B et C1. À bientôt donc.